Je sais que beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast se posent aussi énormément de questions sur des potentiels changements de vie. Comment on fait? Comment on fait en particulier quand on a des responsabilités, des enfants, une femme, un crédit, un loyer? Comment on fait pour changer de mode de vie? Et c'est exactement la conversation que j'ai avec Pedro Correa, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Matin clair et qui est une lettre ouverte finalement à ceux qui veulent justement changer de vie. C'est paru chez l'Iconoclaste. Et on a une longue conversation très concrète sur le capitalisme, sur les modèles qu'on a suivis, lui et moi, mais aussi sur la lignée d'hommes, sur le patriarcat. Vous verrez, c'est une conversation que je trouve passionnante, qui est du coup un peu longue, et je vous laisse l'écouter avec, j'espère, beaucoup de plaisir. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Pedro. Salut, bonjour Greg. Comment tu vas? Comment tu as traversé ou comment tu traverses cette année 2020? C'est comme tout le monde, avec des hauts et des bas, avec des pics et des creux de vagues, tout ça. Mais je me sens malgré tout très très reconnaissant. Je me rends bien compte que j'ai beaucoup de chance par rapport à des millions d'autres. Parce que ça a été aussi, malgré tout, l'année où j'ai vécu mon rêve d'enfant, qui était d'écrire un livre, qui a été publié. Donc voilà, c'est une année haute en rebondissement pour moi, avec beaucoup de frustration, de chagrin et d'énormes joies aussi. Ouais. Super. Enfin, super. C'est super intéressant. Et justement, je crois que cette conversation qu'on va avoir, elle va intéresser beaucoup de monde parce que je pense qu'on est tous, toutes, plus ou moins complètement chamboulés par cette année 2020. Je pense qu'on comprend parce que maintenant ça s'installe dans le vocabulaire qu'il y avait un monde d'avant et que par définition il va y avoir un monde d'après. Mais quand on dit ça, ça sous-tend qu'évidemment on ne retournera pas au monde d'avant. Donc c'est une forme de deuil quelque part de ce monde d'avant et quelque part ça remue chacun, même si je pense que dans notre fond intérieur, on aimerait bien tous, toutes retourner à ce monde d'avant, mais que évidemment, c'est pas vraiment possible. Parce que on discutait ensemble et toi, t'as complètement changé de vie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de leurs priorités, et je pense que cette année-là, elle remet en cause aussi nos priorités. Moi, je crois beaucoup qu'on passe d'une société du bien à une société du lien. Alors, c'est évidemment pas une transition qui se fait dans la minute. C'est quelque chose qui se fait sur un temps long. Moi, je pense que ça fait 40, 50 ans qu'on y est déjà, mais que les 10 prochaines années vont vraiment passer cette transition. Toi, tu as été médiatisé, on va dire, par un speech que tu as donné dans ton université aux nouveaux étudiants, enfin aux nouveaux diplômés. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette transition? Parce que toi, tu as fait cette école d'ingénieur polytechnique et puis finalement, tu as complètement changé de vie. Comment tu vis ce passage et c'est quoi le process qui s'est passé en toi? Vaste question. Ouais. Oui, donc ça a été médiatisé, c'est venu comme ça d'un coup dans les réseaux sociaux, ce discours qui était censé être dirigé qu'à 400 personnes, 400 étudiants diplômés de la même école polytechnique que moi. Et donc ça a l'air soudain comme ça, tu vois, ça a l'air de rentrer dans cette case du fantasme néolibéral de la success story. Voilà, du jour au lendemain, il devient médiatisé. Du jour au lendemain, il a changé de vie. Et en fait, pas du tout. Ce discours-là, c'est le résultat de 10 ans j'allais dire de galère, mais c'est connoté négativement. C'était pas la galère, c'est 10 ans. Moi, je dis dans le discours, c'est 10 ans de recherche, d'essais-erreurs et donc de joie. De la recherche du bonheur, c'est déjà une joie en soi. Pour moi, la dépression, c'est pas le synonyme de tristesse. Pour moi, la dépression, c'est plutôt synonyme de stagnation, de quelque chose de résignation. Et donc, le fait de se mettre en marche, de chercher, même si on tâtonne, même si on n'est pas sûr du coup, c'est déjà pour moi le début du bonheur, le début d'une quête de sens que l'on a aujourd'hui des millions d'entre nous, ce que j'appelle la relève. On est une relève de millions et de millions de
de personnes qui se sont rendues compte qu'ils devaient commencer cette quête de sens, parce que tout ce qu'on nous a raconté jusqu'ici, a fait ses preuves, ou en tout cas a prouvé que ça nous rend malades, tristes, et que ça tue tout ce qui nous entoure. Et donc oui, c'est une quête pour moi qui a commencé à mes 30 ans, j'en ai 43, suite à la mort de mon père. Donc ça commence d'une façon très tragique. Je suis pas sûr que tout le monde doive passer par ça pour commencer ça, mais en tout cas je les invite à le faire sans devoir attendre un déclic aussi douloureux. Moi, mon père était en pleine forme, je l'aimais plus que tout. J'en parle dans mon livre avec beaucoup d'amour, même si c'est lui qui m'a poussé à faire des études qui ne me correspondaient pas du tout aussi. Pour des bonnes raisons, voilà, des bonnes raisons, enfin en tout cas des raisons légitimes à ses yeux. Et je l'ai vu mourir sous mes yeux du jour au lendemain, un accident tragique. Et c'est là que tout a commencé, le fait de ce que j'appelle les travaux pratiques de la mortalité. Jusque là, comme tout le monde, comme nous tous, j'avais une conception théorique de notre mortalité, ce qu'on nous apprend tous, qu'on est mortel, et donc ça reste un concept théorique dont tout le monde essaye de parler le moins possible. Donc ça reste un concept très très nébuleux, très vague. On sait bien que oui, tout meurt, etc. Mais on n'en parle pas assez. On va pas voir les hôpitaux, les cimetières. On parle pas des gens mourants. On essaye d'éviter tout ça. Et donc moi j'ai fait les travaux pratiques de ça. Je suis passé de je suis mortel à je vais mourir. C'est clair, je vais mourir, et ça peut m'arriver comme à mon père du jour au lendemain alors qu'il était en pleine forme. Et donc là tout bascule, parce que la vie prend tout un autre sens qui est celui d'être fragile, éphémère, et donc très précieux. Donc chaque seconde est précieuse. Et comme beaucoup d'autres qui frôlent la mort, tous ces gens dont on entend des histoires incroyables, qui ont frôlé la mort et qui se sont sentis renaître à nouveau, à qui on a dit vous en avez pour 3 semaines, et en fait ils ont vaincu le cancer et maintenant ils revivent normalement, ou des gens qui ont eu des accidents et qui, quand ils reviennent à la vie, ils ont tous sauf peur de mourir. Ils deviennent pas hypocondriaques à se terrer chez eux, à se protéger de tous les maux. Ils vivent la vie pleinement, parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle est précieuse et qu'il faut la vivre à fond, quoi. Que c'est fini on peut plus sacrifier nos secondes comme ça sur un autel. J'en parle dans le livre de l'origine du mot sacrifice qui revient souvent. De par ma lignée, c'est revenu dans ma vie plusieurs fois. Et l'origine latine, ou en tout cas la définition dans le Larousse, ça m'a vraiment frappé quand je l'ai lu. C'était ça vient du latin sacrificum, et de ce don d'offrande, de biens, de fruits et parfois de vie à une déité, à un dieu. Et je me suis rendu compte, j'ai fait le parallèle en me disant, mais en fait on est nous tous, ou beaucoup d'entre nous, en train de sacrifier, de faire le don de notre vie à une déesse ou à un dieu. On ne sait pas laquelle, chacun a le sien. Ça peut être l'argent, ça peut être le confort, ça peut être la carrière, ça peut être l'accumulation, des dieux comme ça qu'on nous a construits, et on sacrifie nos secondes à ce dieu-là, nos vies. Et jusqu'au jour où on se rend compte qu'en fait ces secondes sont hyper précieuses, et qu'on ferait bien de commencer à se poser la question de qu'est-ce qu'on veut en faire vraiment de ces secondes. Et cette phrase qui a commencé à surgir dans ma tête après la mort de mon père tous les jours, c'était si tu devais mourir demain, serais-tu satisfait de cette dernière journée que tu viens de passer? Et quand tu te poses cette question-là tous les jours, ça ne peut que mener à des changements. Mais donc, pour revenir à la question, ces changements, ça a pris 10 ans. Pour moi, le bonheur, ça prend toute une vie. Donc, c'est tout sauf une histoire de success story, comme on entend parfois, devenir riche du jour au lendemain, ou devenir
heureux du jour au lendemain. C'est vraiment un truc qui prend toute une vie et qu'il faut qui prend toute une vie, mais qui est déjà un chemin de joie. Donc il faut pas voir ça comme un truc. Les deux risques là-dedans, c'est soit de penser qu'on est arrivé, ah, c'est bon, je suis heureux, je suis arrivé, ou l'inverse, d'avoir peur de se mettre en chemin parce que le chemin a l'air vraiment dur, ce qui arrive à beaucoup aussi. Donc ça a été un long chemin. J'ai beaucoup demandé d'aide à des psys, à des coachs. J'ai fait du travail aussi dans tout ce qui est l'inconscient, le subconscient aussi. Des groupes d'amis, des groupes de réflexion, on pourra en revenir aussi. C'était très important, ce groupe de réflexion, pour s'unir vers le changement. Et puis, voilà, petit à petit, j'ai commencé à étiqueter quels étaient mes freins. Donc moi, je venais d'un background, d'une formation très, très rationnelle, cartésienne. J'étais docteur en sciences appliquées, en Polytech. Et donc, j'ai commencé vraiment avec cet esprit critique, analytique, de me dire, OK, je suis la même personne qu'avant, et pourtant, j'essaie de vivre deux vies qui sont totalement différentes. Qu'est-ce qui a changé en moi, ou plutôt, qu'est-ce qui m'a freiné, qu'est-ce qui m'a empêché d'être cette personne qui aujourd'hui sait ce qu'il veut, ou se connaît mieux, ou est dans un chemin qui lui paraît plus authentique et plus juste. Et donc j'ai commencé, ce livre, c'est le résultat de toute cette quête. J'ai commencé à chercher en moi quels avaient été les freins à tout ça. Et donc il y a une partie de freins intérieurs qui sont les voies du passé, les voies de la lignée. Je parle en effet de ma lignée paternelle. Donc tous ces hommes qui s'appelaient comme moi, Pedro, de père en fils, depuis 3 générations, qui ont vécu des trucs terribles, de guerre civile en Espagne, de vie sous la dictature. Et donc tout ça, ça les démarque, indélébile. Enfin, en tout cas, je le pensais. On m'a transmis voilà, un nombre d'injonctions. Sois fort, sois le meilleur, d'ascenseur social, tout ça. Voilà, mon père a quand même a eu la chance, la force, le courage, tout ça, de laisser derrière lui une condition qui était pas très favorable, pas très confortable. Et il a terminé professeur de lettres à l'école européenne à Bruxelles. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Bruxelles, d'ailleurs. Et donc, il y a tout ça comme voie intérieure, et puis les voies extérieures aussi, hyper importantes à s'en défaire, ou en tout cas à faire le tri sur toutes ces voies qui nous poussent à être parfait, à être fort, à être séduisant pour tout le monde, à suivre des dogmes, en fait, des mantras du système capitaliste néolibéral qui est là depuis des décennies, qui a fait ses preuves, qui est hyper persuasif, qui est hyper robuste, résilient, fort, mais qui aujourd'hui, et c'est pas une opinion politique, c'est pas une opinion personnelle, c'est un fait, c'est ce système qui est en train de nous rendre tous malades. Et quand je dis malade, c'est triste, dépressif et physiquement malade. On est en train de nous tuer, de tuer l'environnement, le vivant. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas un petit truc de bobo ou de hippie, d'essayer de trouver la sérénité intérieure. On parle de quelque chose qui est de l'ordre de la survie, d'espèce, de la survie psychique, de santé mentale. Donc je pense que c'est vraiment des trucs à prendre au sérieux. Ouais, c'est en fait pour parler aux personnes rationnelles, et je crois que c'est sans doute ça te parlera sans doute cette idée, mais finalement on peut pas dire que le monde moderne, le capitalisme ont été fondamentalement mauvais. C'est simplement que parce que ça a sauvé des millions de vies, des milliards, ça a permis de sortir de l'extrême pauvreté énormément de gens, ça a permis à beaucoup d'enfants, de réduire de manière drastique la mortalité infantile, ça a permis d'augmenter l'espérance de vie, etc., etc. Le problème fondamental, c'est que l'équation sur laquelle on s'appuyait,
qui était que les ressources étaient infinies et que la problématique écologique n'existait pas, et ben en fait on se rend compte aujourd'hui cette équation ne fonctionne pas et qu'au final maintenant, et on le voit avec la crise sanitaire qui est à mon sens complètement de notre faute, c'est-à-dire qu'en fait c'est la conséquence de nos modes de vie, c'est-à-dire la globalisation, le non-respect de la vie animale, en particulier de la vie sauvage. En fait cette équation elle se retourne contre nous, et donc à un moment donné, elle a effectivement sauvé des millions, voire des milliards de vies, je ne sais pas précisément, et aujourd'hui, elle en détruit. Et donc, naturellement, on se rend compte que ce modèle-là, même s'il nous semblait très très efficace, et il l'a été, on peut pas nier qu'il l'a été à plein de manières. Et ben en fait, aujourd'hui, l'équation se retourne parce qu'elle était pas bonne. Et en fait, je pense que comme quand on est un ingénieur ou quand on est un mathématicien ou un chercheur de manière générale, et qu'on est très appuyé sur de la data ou autre, ben on se rend compte que quand une équation est mauvaise, ben simplement il faut la refaire. Enfin, je sais pas, moi je vois ça comme ça, mais oui, je sais pas si ça te parle. Tout à fait. Moi, je vois 3 points par rapport à ça. Comment ça se fait qu'un système qui était censé, comme tu dis, nous apporter santé, confort, comment ça se fait qu'aujourd'hui il tue, il nous tue et il nous rend malheureux, et pourquoi il faut changer? Je vois 3 raisons à ça. La première, tu l'as dit, c'est les hypothèses, elles étaient pas bonnes, ou en tout cas pas complètes. On peut en effet sauver des vies et rendre la vie plus confortable, pour un certain nombre en tout cas. Pas pour tout le monde, mais pour un certain nombre, ça peut devenir, il peut avoir plus de santé, plus de confort. Mais c'est au prix de quoi? Aujourd'hui, on commence à se rendre compte, c'est au prix d'un truc qui n'est pas à long terme en fait. C'est du confort et de la santé à moyen terme, parce que les études scientifiques aujourd'hui commencent à montrer que l'espérance de vie elle commence à baisser. Donc, comme tu disais, jusqu'ici, elle augmentait, l'espérance de vie. Et aujourd'hui, elle commence à baisser. Donc, ce qui était l'objectif premier du capitalisme, même celui-là, qui est l'espérance de vie, n'est plus rempli. Donc forcément, oui, on doit se poser des questions par rapport à ça. Je pense, un autre point intéressant, c'est que en effet, le but c'était d'augmenter le confort et la santé, mais ça prenait jamais en compte la santé mentale. Ça n'a jamais pris en compte le bonheur, la joie. Donc c'est des termes qui font pas du tout partie du capitalisme, des objectifs, des KPI, comme on dit. Ça fait pas partie du truc. On se pose pas de questions par rapport au bonheur, à la santé, à la joie, au sens. Donc forcément, si aujourd'hui toutes les études sur le bonheur psychologique nous montrent que ces termes-là sont fondamentaux pour être heureux, le sens, le lien, l'empathie, et que le système capitaliste n'en a jamais parlé, n'en a jamais pris compte, et il a fait comme si ça n'existait pas, comme si on était uniquement des êtres de chair et d'os, de matière, de sang, mais pas du tout d'âme, pas du tout d'esprit, pas du tout d'amour, d'empathie, de besoin de reconnaissance, de besoin de lien. Donc forcément, il arrive un jour où le système déraille. On commence à se rendre compte qu'en fait, oui, on vit super longtemps, mais on vit super longtemps malheureux, quoi. Donc ça me fait... Je suis désolé, je vais raconter une blague, parce que c'est une blague que j'aime beaucoup et qui est très parlante de ce truc. C'est un gars qui va chez le médecin, et le médecin lui dit, vous en avez pour 1 mois, vous êtes vraiment en phase terminale. Et le gars lui dit, mince, voilà, il est terrassé, mais vous êtes sûr? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un moyen? Et le docteur lui dit, oui, il y aurait un moyen. Vous devez arrêter de lire, vous devez arrêter de voir la télé, arrêter le sucre, le tabac, le café, l'alcool, le sexe, plus de sorties, plus de sucre, de sucreries, de pâtisseries, tout ça, plus rien. Et le gars lui dit, mais vous êtes sûr qu'avec tout ça, je vais vivre plus longtemps? Ah, vivre plus longtemps, je sais pas, mais ça va vous paraître vachement long, hein. Donc c'est un peu ça. Moi je vois le capitalisme un peu comme ça. Voilà, on va vivre une vie hyper longue, mais ça risque d'être quand même vachement. Ça risque de nous paraître vachement long si on continue comme ça, à être oppressé, triste, sans sens, à sacrifier nos secondes à l'autel du profit. Et alors le troisième point
intéressant. Je pense qu'il y a une notion d'emballement aussi dans ce capitalisme. Je pense, comme tu dis, qu'il se base sur, il s'est basé sur des choses qui pouvaient partiellement marcher en tout cas. Mais ici, voilà, on voit un emballement qui est totalement, qui est vraiment de l'ordre de la psychose quand on voit des gens qui sont censés être éduqués, intelligents et qui sont pas capables de voir une réalité en face ou qui passent complètement à côté. La réalité étant, voilà, le changement climatique, la destruction du vivant, toutes des choses comme ça. Quand on voit, par exemple, aussi la différence qu'il y avait entre les riches et les pauvres, entre le salaire. Je me rappelle au début de l'ère Taylor, des chaînes de production, des usines aux États-Unis, je crois qu'ils avaient interdit que le patron puisse gagner 5 fois plus que son employé le moins payé. 5 fois, quoi. Donc aujourd'hui, on en est à... Je sais plus, j'avais lu ça. Oui, ça doit être dans les 80 ou voire, enfin, je sais pas le chiffre, mais c'est. Non, je crois que j'ai vu un record, c'était de l'ordre de 1000, un truc du genre, 1000 fois plus. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment aussi quelque chose de l'ordre de l'emballement. On a créé une espèce de maladie de l'accumulation, de la compétition et de la compétitivité, de la gloire, de tout ça. Et c'est comme une drogue, voilà, on n'en aura jamais assez, ou en tout cas ceux qui sont là-haut n'en auront jamais assez. Du coup, il y a un emballement. On va faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour continuer de plus en plus. Donc, on va changer des lois, on va entre copains faire tout ce qu'il y a moyen de faire pour déréguler, ne surtout pas taxer les transactions boursières de spéculation, ce que Pierre Laroutourou est en train de faire ou demander aujourd'hui par sa 3e semaine de grève de la faim devant le Parlement européen. Tout ça, on va vraiment surtout essayer de pas le faire, de pas réguler, de pas faire plus de transparence, et pour pouvoir justement continuer à s'engraisser le plus vite possible, le plus possible, tout en sachant ou en ayant toutes les preuves que ça mène à notre destruction d'espèces. Et donc ça, voilà, pour moi, c'est vraiment une preuve d'un emballement qui est maladif et qui serait bien de remettre en question. Alors, il y a une question, je crois, et tu l'as touché du doigt, et je pense que n'importe quelle personne qui se pose la question d'un changement de vie se la pose. C'est néanmoins, et en particulier, toi, tu as des enfants, donc, je veux dire, t'es pas libre, et tu te dis, bah voilà, je suis tout seul, c'est pas grave si je vis dans une toute petite chambre. Je sais pas, peu importe, mais t'as des enfants, t'as des responsabilités, ouais. Et je crois que une des questions majoritaires que les gens se posent, c'est, ouais, c'est super, mais moi, en fait, il faut quand même que je nourrisse mes enfants, il faut que que je les emmène à l'école, que je puisse les habiller, que je leur paye un toit. Comment on fait financièrement quand on s'est habitué à un niveau de vie d'ingénieur pour changer totalement son niveau de vie, et comment ça fonctionne quand on a des responsabilités comme avec des enfants, tout simplement? Ouais, c'est une question difficile. C'est une réponse difficile aussi, et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de réponse claire, nette, globale. Il n'y a pas de recette de néolibéral pour dire qu'on peut faire ça du jour au lendemain. Donc pour moi, la réponse... donc oui, j'étais tout à fait dans ce cadre-là. Donc nous, on avait 2 bons gros salaires, une hypothèque, un enfant. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours facile d'aller vers un moins. Enfin, si tu as des revenus, financièrement, tu vas toujours pouvoir aller vers un moins. Donc le problème, il n'est pas financier dans le cadre des gens aisés. Après, on peut parler des autres personnes qui ont moins de moyens. Mais moi qui avais... donc déjà, je viens pas d'une famille aisée, hein, donc on peut pas dire que j'ai eu des facilités. Donc je suis vraiment pas... je suis... privilégié par rapport à d'autres, mais j'étais pas non plus
j'avais les problèmes de base de la classe moyenne, c'est-à-dire voilà, payer mes impôts, mon hypothèque et nourrir mon fils qu'il aille à l'école, etc. Mais le travail, il se fait vraiment intérieurement. Une fois qu'on est en quête de sens, on se rend compte qu'en fait, c'est surtout ça qui compte. Il y a ce qui nous nourrit vraiment, et puis il y a tout ce qui est superficiel. Et ce travail intérieur, une fois qu'on le fait, on se rend compte qu'on va être beaucoup plus heureux avec moins de biens, plus de liens, comme tu disais au début. Et on va avoir besoin de moins. Moi, je me suis rendu compte en fait qu'on a besoin de beaucoup moins que ce que l'on pense. Donc il y a des bases. La pyramide de Maslow, il y a des bases qui doivent être remplies, se nourrir, se vêtir, avoir un toit sur sa tête. Mais moi, avoir un toit sur ma tête, c'était plus une maison en banlieue, 3 étages, etc. C'est devenu un 2 pièces en ville. Et j'étais hyper heureux quand je me suis... le premier jour, là, j'avais mon matelas par terre et j'avais un grand sourire parce que je me sentais enfin libre. Je m'étais libéré de plein de choses et il y avait plein de choses qui me nourrissaient. Je commençais à avoir mes propres expositions. Donc, on se sent vraiment nourri d'autres choses. J'avais plus besoin d'aller chez le coiffeur toutes les 3 semaines. J'avais plus besoin d'avoir des costards. J'avais plus besoin de changer de voiture tous les X mois, de téléphone. Quand on enlève tout ça, tout ce qui est en fait superflu, on se rend compte qu'en fait, on a besoin de beaucoup moins que ce que l'on pense. Ça, c'est la première partie de la réponse. Donc, ça prend du temps et que c'est un travail qui est plus intérieur que financier, en fait. C'est celui de se rendre compte de quelles sont nos priorités et qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux. Et qu'en fait, il y a quand tu commences à rentrer dans ce monde-là, ben voilà, il y a plein d'astuces qui te permettent d'avoir ce même niveau de matériel en beaucoup moins cher, le seconde main, le prêt, le troc. Voilà, moi, il y a des trucs qui sont... Voilà, ça veut pas dire qu'on baisse vraiment notre niveau de vie, c'est juste d'autres astuces, d'autres priorités. Et l'autre réponse, parce qu'on me dit aussi, voilà, tu es un privilégié. C'est facile de dire qu'on peut changer de vie, mais comment est-ce qu'elle fait la caissière qui travaille 10 heures par jour et qui cumule de jobs, etc. Donc c'est une question qui est très légitime. On a tous des vies différentes. Souvent, la personne qui me pose cette question-là, c'est pas une caissière. Donc ça parle beaucoup des propres peurs de la personne qui me pose la question. C'est souvent quelqu'un qui est en fait assez aisé, qui gagne bien sa vie, qui me dit ouais, mais comment elle fait la caissière? Donc ça me parle déjà des questions que cette personne se pose, que lui se pose ou elle. Et donc c'est des peurs. On a tous des peurs et des craintes. Et la question qu'il était en train de poser, c'est en fait comment est-ce que moi je fais, pas la caissière, mais comment est-ce que moi je fais pour changer de vie alors que j'ai une hypothèque, un gosse, etc. Mais je pense que le changement, enfin mon livre, c'est pas un changement, c'est pas un livre sur le changement de job. Voilà, la caissière, elle peut rester caissière si elle aime ça, en fait. Le livre, Parfois, elle n'a pas le choix, mais... Parfois, ouais, parfois elle n'a pas le choix. Parfois, il y a des gens qui sont très heureux avec ça en faisant un travail alimentaire. Moi, je parle pas de succès, de carrière. Je parle vraiment de recherche intérieure, de quelque chose qui fait sens avec nous. Et donc, si moi, au lieu d'avoir choisi d'être artiste photographe et de vivre, parce qu'artiste photographe, ça a une espèce, ça a une sorte d'aura ou de, voilà, il y a un petit côté fantasme d'arriver à vivre de ça, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Hein. J'aurais moi-même pu être, je sais pas, maraîcher ou ébéniste et devoir faire un travail alimentaire de caissier ou de je sais pas quoi à côté. Et ça aurait été très bien. Le but, c'est pas d'être dans le succès ou de faire un job qui fait rêver. Le but, c'est vraiment d'être aligné avec soi-même. Donc, cette fameuse caissière, le but, c'est qu'elle soit alignée. Je pense qu'on a tous les moyens, non pas financiers, mais les moyens intérieurs d'être alignés avec ce que l'on recherche. Et à partir de ça,
voir ce qu'on en fait, à être patient. C'est pas du tout du jour au lendemain, ça prend toute une vie. Moi, j'ai mis 6 ans à changer de vie alors que j'avais des petites économies, mais j'ai quand même mis 6 ans parce que le problème, c'est pas les moyens financiers, le problème, c'est les freins. Donc moi, j'ai mis 6 ans à me rendre compte quels étaient mes freins, quelles étaient mes peurs, mes craintes, à travailler dessus et être capable d'un jour de dire, OK, j'ai peur, mais je vais quand même le faire parce que j'ai acquis une confiance, j'ai bossé pour que mon projet aboutisse. Et petit à petit, moi, je crois que tout le monde a les moyens en 6 ans de réussir à faire quelques pas vers ce qui est plus juste et plus centré, plus authentique pour soi-même. Donc, je pense en effet que tout le monde a le temps et peut se donner le temps de faire des petits changements. Et à partir du moment où on est dans ce chemin vers une quête de sens, même si on reste là où on était, toute la vie est colorée autrement. Donc moi, quand j'étais persuadé que c'était plus une option, que j'allais quitter mon travail et que j'allais devenir autre chose, je suis resté dans ce travail encore 2 ans. Mais c'était le même travail, ça n'avait pas changé, je faisais les mêmes choses, mais tout autour de moi avait changé parce qu'il n'y avait plus cette résignation, il n'y avait plus cette gare terminus dans ces bâtiments-là. Ce job devenait juste une étape de ma vie, quelque chose de transitoire que j'allais pouvoir traverser. Et donc, ça change. Le fait de savoir que c'est transitoire et que c'est passager et que je suis en train de construire autre chose qui va venir après, ça emplit déjà de joie, même si on reste dans ce job. Et c'est vachement intéressant ce que tu racontes, en particulier sur le fait d'écouter sa voix intérieure. Et je t'ai demandé au début comment tu avais traversé cette année. Je vais me permettre de partager comment moi je l'ai traversé pour que tu puisses rebondir dessus, parce que je pense que ça peut être intéressant aussi d'en discuter. Moi, en fait, j'ai l'habitude de bosser chez moi. Donc le confinement, ça n'a pas été très compliqué parce que ça fait 10 ans que je travaille chez moi. Donc c'est pas quelque chose de très difficile. Mais néanmoins, ça m'a quand même extrêmement chahuté, on va dire. Et à la sortie du confinement, j'ai eu besoin de m'ancrer. En fait, je pense que quand tu te fais chahuter comme ça beaucoup, tu as besoin d'un ancrage très fort. Ça peut être dans le matériel. Et en l'occurrence, moi, je me suis dit, je vais acheter une maison à l'extérieur de Paris. Je vais aller vers là où habite ma meilleure amie, et je vais m'ancrer dans une maison, un lieu sûr, une sorte de nid douillet dans lequel je vais pouvoir être. Ça peut être aussi, d'ailleurs, on le voit par le retour à des valeurs très traditionnelles, de retour à des valeurs que tu connais. Donc voilà, ça te permet de t'ancrer d'une manière ou d'une autre. Ça amène d'autres problèmes. Et puis finalement, j'ai fait une offre sur une maison qui a été refusée. Et puis je me suis dit, tiens, je vais construire une maison. Donc j'ai fait une proposition de faire un terrain. Et puis bon, la signature du compromis a pris un peu de temps, mais vraiment j'étais déterminé pour faire ce projet-là. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis dit mais non, mais en fait c'est pas ça, c'est pas ça qu'il faut, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut pas que je m'ancre. Là, je sens qu'en fait, si je m'ancre, je vais couler avec mon encre. C'est-à-dire que je sais pas si je peux prendre un crédit aussi fort. Je sais pas si vraiment j'ai envie de vivre là toute ma vie. Toute ma vie, en tout cas, une période assez longue, étant donné les crédits. Et j'ai annulé le terrain en me disant finalement, l'achat du terrain, j'ai annulé une semaine avant la signature du compromis. Je suis désolé pour mon notaire et mon vendeur et toutes les personnes impliquées, mais parce que je me suis dit en fait, il faut être fluide, il faut être libre au plus possible et surtout lever l'ancre. Et mon associé sur une boîte de podcast que j'ai créée avec lui qui s'appelle Plink m'a expliqué cette analogie sur la voile que je trouvais hyper intéressante. Il disait en fait, quand tu es en bateau et qu'il y a vraiment un gros temps, c'est-à-dire de la tempête, beaucoup de vagues, de la pluie, ce que tu veux, en fait la première règle, c'est d'enlever l'ancre. Il faut lever l'ancre parce que si tu laisses l'ancre, tu peux retourner le bateau. Il peut y avoir énormément de problèmes. Donc en fait, tu lèves l'ancre, tu baisses les voiles et tu essayes d'aller dans le sens du vent. C'est-à-dire que bien sûr, il y a du mouvement. L'idée, c'est certainement pas de rester immobile. L'idée, c'est certainement pas aussi non plus d'être optimiste en se disant ça va se calmer dans 2 heures parce que si dans 2 heures c'est pas calmé, ça va te saper le moral. Donc l'idée, c'est certainement pas ça. L'idée, c'est pas non plus d'être complètement pessimiste en disant de toute façon c'est mort, je vais pas y arriver. L'idée, c'est de se dire on va s'en sortir. Ça va prendre un peu de temps.
mais ça va aller. Et je crois que finalement, en tout cas moi, c'est comme ça que j'ai traversé ou que je traverse cette année 2020 et les années à venir. Et j'aimerais bien que tu me parles, toi, de la manière dont tu t'es écouté, parce que tu t'es marié, du coup, t'as divorcé aussi. En fait, t'as fait des choix qui peuvent sembler vraiment compliqués pour chacune des personnes qui nous écoutent. Ouais. Mais oui, c'était très compliqué, en effet. Je suis passé par ce que les Amérindiens appellent the dark night of the soul, la nuit noire de l'âme. Ils disent que les chamans amérindiens, ils disent qu'une fois que tu es éveillé à une nouvelle réalité, tu passes forcément par une sorte de dépression, quelque chose d'extrêmement noir où tout est nouveau et où tu es désorienté, tu n'as plus, t'es un peu comme quand tu lèves l'ancre, là, tu te laisses partir, mais ça peut être vraiment paniquant. Tu ne vois plus la terre, tu vois pas de phare, tu n'as pas de point de repère, tu n'as même pas d'étoiles qui peuvent te guider, tu n'as rien, tu te réveilles, imagine te réveiller dans ce bateau, tu as quitté tes certitudes, vers où tu vas, tu sais pas trop, c'est vraiment paniquant. Donc il faut juste savoir que c'est paniquant mais que ça passe, que le lendemain matin, voilà, le soleil il rebrille, peut-être que la tempête va se calmer et tu verras peut-être la terre à l'horizon. Mon analogie, c'est celle du bunker. Donc moi, quand j'étais à ce point-là, perdu, je savais que j'étais pas à ma place dans ce mariage, j'étais pas à ma place dans ce travail, mais je savais pas encore quelle était ma place, quel était mon rôle, mon sens, mon bonheur. J'étais voir un psy avec qui je suis resté 10 ans. Et je suis arrivé chez lui, mais vraiment comme ça, paniqué, tremblant. Et il m'a dit cette phrase qui a tout enclenché dans mon travail intérieur pour trouver ce calme dont tu parles au milieu de la tempête. Et lui parlait de bunker. Donc, je ne sais pas comment vous prononcez ça en France. Bunker, Bunker, ouais, bunker. Moi, je bunker. pense que ça fonctionne. Et donc, il me disait, voilà, pendant 30 ans, à l'aide de ta famille, de tes proches, du système, de ta femme, ce système qui a très très peur de la peur, qui a très peur de l'inconnu, qui a peur des tempêtes, qui a peur de l'immanent, de ce qui est de passage, etc. Mais tout ça t'a aidé à créer brique par brique un énorme bunker pour te protéger de tout ça. Et une fois que tu étais dedans, tu étais bien protégé, tu étais bien à l'intérieur, bien confortable. Mais en fait, tu t'es rendu compte que dehors, il y avait de la nature, il y avait des papillons, il y avait, ok, oui, des dangers potentiels, mais il y avait quand même des choses qui étaient intéressantes ou qui vaudraient le risque d'être peut-être testé, goûté. Et à partir du moment où moi j'ai ce bouleversement existentiel qui est de se rendre compte qu'en fait la vie doit être vécue pleinement, mais ce bunker, il est plus du tout supportable, il est plus du tout acceptable. Et donc il me dit, voilà, ce qui se passe maintenant, c'est que ton bunker se lézarde. Il est en train de s'écrouler autour de toi et tu es en train d'être exposé aux dangers extérieurs, au soleil, au vent, et tu es en train de fondre là, comme une motte de beurre au soleil et tu sais pas ce qui t'arrive. Mais tout ça, c'est pas grave. Ce qui aurait été vraiment grave, ça aurait été de rester dans ce bunker toute ta vie. Donc heureusement, tu es sorti de ce bunker et heureusement, tu es déboussolé, mais voilà, c'est ta recherche qui commence maintenant. Et alors, vas-y, pardon, excuse-moi, t'avais pas fini. Non, tu disais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais voilà, déjà savoir que la souffrance et la peur et les craintes sont passagères, que ça va pas. C'est pas, on n'est pas obligé d'être dans ce truc, je trouve pas le mot, c'est turmoil en anglais, c'est une espèce de vortex d'émotions, de craintes. Ça va pas perdurer comme ça dans le temps. On peut tout à fait, voilà, ça fait partie du chemin. On peut vivre avec, on peut les surmonter et on peut se rendre compte qu'en fait, on va vers un mieux. Donc ne pas avoir peur vraiment ne pas avoir peur d'appeler à l'aide
les Africains, ce proverbe africain nous dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Moi, je reste convaincu qu'il faut tout un village pour élever un adulte aussi. Donc on nous dit que voilà, adulte, c'est bon, tu auras toutes les réponses et tu pourras être fort et heureux, etc. Mais pas du tout. Pas du tout. Il y a cette voie qui était à la fois de ma lignée et du système capitaliste, qui était celui de sois fort, sois parfait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais la laisser de côté, cette voie, et me rendre compte qu'en fait, je suis pas fort et que je peux demander de l'aide. C'est super important, vraiment, demander de l'aide à des psys, à des amis. Et moi, il y a eu cet outil aussi qui est venu m'aider dans cette période, qui est le groupe de réflexion, un groupe de réflexion existentielle. C'est un outil dont j'aime beaucoup parler parce qu'il m'a vraiment aidé. C'est gratuit, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui se posaient ce genre de questions en même temps que moi. On se posait des questions existentielles, on savait pas, on était tous perdus, on commençait à bosser tous. Ça faisait 2-3 ans qu'on était dans le marché de l'emploi, comme on dit. Et on n'était pas satisfait on était tous ingénieurs, donc on avait tous des jobs vachement sérieux, on avait une carrière devant nous, etc. Mais on se rendait bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Et on s'est mis ensemble et on a commencé à discuter, à se poser ces questions existentielles autour d'un livre de Christian Asperger, dont j'ai oublié le titre parce qu'il est assez long, mais je crois que c'est Éthique pour une existence post-capitaliste. Voilà, il n'est pas anticapitaliste, c'est un prof d'économie à Louvain-la-Neuve, mais il mélangeait judicieusement spiritualité et économie, et comment le système capitaliste en fait se nourrit de nos failles, de nos peurs existentielles. Et donc le fait de nous mettre ensemble, de discuter une fois par mois, une soirée par mois, a fait que toutes ces questions que moi j'avais sont devenues légitimes. Ce groupe a légitimé ma quête existentielle. Donc je n'étais plus un mec qui pouvait se poser la question est-ce que je suis en train de devenir dingue? Parce que je suis un paumé. Pardon? Est-ce que je suis un paumé? Ouais, est-ce que je suis un inadapté? Ouais, il y a énormément de gens qui sont en burn-out parce qu'ils n'osent pas dire à leur patron qu'en fait, ou à leur mari ou à leurs parents qu'ils sont pas à leur place là, qu'ils détestent leur job. Ils osent pas parce qu'on va leur mettre l'étiquette de inadapté, de faible, et beaucoup de burn-out viennent de là. Et donc c'est super important d'avoir en face ou autour de soi des gens qui vont nous dire mais en fait c'est le système qui est malade, c'est pas toi mec. C'est pas toi qui es inadapté, c'est toi qui commences à te rendre compte que ce job tout simplement ne te correspond pas et tu peux aller voir ailleurs, il y a aucun problème. Et donc c'était vraiment vraiment très important. Et de là ce dialogue dont je parle beaucoup entre introspection et lien aux autres, et groupe et société. J'aime pas du tout cette image de la quête de sens ou de l'introspection ou de la méditation ou du développement personnel comme étant quelque chose de nombriliste et d'égocentrique. Pour moi, c'est comme cette image des masques à oxygène dans les avions. On nous dit toujours cette consigne totalement contre-intuitive qui est de mettre son masque en premier avant de le mettre à ses enfants. Pour un père, c'est totalement contre-intuitif. Tu voudras toujours sauver ton fils ou ta fille avant toi-même. Et pourtant, c'est ce qu'on te dit de faire. Mets d'abord ton masque toi parce que tu auras besoin de cet oxygène pour pouvoir sauver tes enfants. Et donc pour moi, l'introspection et tout ça, c'est pareil. L'introspection, la quête de sens, se connaître soi-même, faire de la méditation, écouter ses voix intérieures, faire le tri, c'est introspection, c'est du personnel, c'est de l'individuel, mais ça tend vers les autres. Le but, c'est justement après avoir fait ça, ou grâce à ça, ou en même temps que ça, on va avoir plus de temps, on va avoir plus de sérénité, d'office que ça va signifier plus de liens. Parce que ce qui nous a coupé ces liens-là jusqu'à aujourd'hui, c'est clairement ce système en place qui parle de compétition, qui parle d'écraser l'autre, qui parle de faire fi de tout ce qui est invisible, des émotions, de l'empathie, de l'amour. Il n'y a pas du tout d'amour dans le capitalisme. Ça a l'air neuneux, mais voilà,
si l'amour est une des valeurs essentielles pour être heureux et que le capitalisme en a toujours fait fi, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Ouais, et donc, si ce système nous coupe les uns des autres, et on voit bien aujourd'hui voilà, qu'il nous divise, qu'il nous confronte, eh bien, le fait de se retourner vers soi et vers des émotions, écouter ses émotions, les comprendre, mais et mettre de la distance par rapport à ce système et ses valeurs individualistes, mais d'office, ça ne peut que tendre vers les autres, ça ne peut que tendre vers l'entraide, l'empathie, plus d'amour et donc plus de sérénité. J'adore cette image de l'avion parce que c'est effectivement très vrai. Ton histoire, elle me fait beaucoup penser. En fait, c'est très très drôle parce que c'est Maï Ua que j'ai reçu pour mon podcast qui m'a parlé de toi et qui nous a introduit. Et en même temps, vos histoires sont très similaires. C'est-à-dire, elle a fait des grandes études, elle a fait l'ESSEC, toi tu as fait Polytechnique. Donc elle avait une voie toute tracée comme toi tu l'avais, et puis tous les deux vous avez décidé de tout lâcher en devenant artiste, en ayant elle de son côté 2 enfants. Toi t'en as 2 aussi, hein, si je me trompe pas. Oui, à l'époque j'en avais un, aujourd'hui j'en ai 2. Donc vous avez tous les deux enfants, donc en fait c'est voilà des choix divorcés aussi de son côté Maï, comme toi. Et elle a fait ce film. Et voilà, et elle a fait ce film qui s'appelle Les Rivières. Et un autre point qui est extrêmement similaire, et d'ailleurs elle a cette question pour toi, je lui ai posé la question hier, savoir si elle avait une question pour toi, et voilà. Et donc elle a fait ce film qui s'appelle Les Rivières sur sa lignée de femmes, et toi en fait il y a aussi cette lignée d'hommes, et en fait ce que me demandait Maï de te demander, on va dire, c'était à partir de quel moment tu as pensé avoir une lignée d'hommes maudits, et à quel moment tu t'es rendu compte que c'était pas le cas? Ouais. C'est une super question. Et en effet, j'ai été vraiment hyper fort attiré par ce travail de Maï. C'est notre éditrice, Julia Pavlovitch, qui nous a mis en contact, et tout de suite, on a vraiment senti un espèce de déclic dans ce que j'appelle cet éveil de la relève. C'est vraiment cet éveil qu'on a eu nous et qu'on a vraiment envie de transmettre au plus grand nombre. Que ça fasse une relève, une espèce de masse énorme qui s'éveille et qui se rende visible, et qui se rende compte de sa propre puissance, de ce pouvoir que l'on a tous si on se met ensemble. Et ma lignée d'hommes, bien ça a commencé dans tout ce travail de ces 10 ans. Je te parlais d'appels à l'aide, d'outils, de professionnels qui m'ont aidé, les psys, etc. Et de choses qui étaient plus de l'ordre de l'inconscient. Et donc, j'ai fait de la psychogénéalogie. J'ai commencé j'ai découvert Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, chilien, un génie. C'est une vie qui me fascine. Voilà, je vous conseille son livre autobiographique, La danse de la vie. On se rend compte à quel point ce mec, il a fait des trucs incroyables. Il a fait des BD qui sont reconnus comme étant peut-être certaines des meilleures BD qui ont été faites, avec Moebius, etc. Il a fait du théâtre, des films, et puis il a inventé la psychogénéalogie. Cette façon, enfin, il a juste en fait mis des mots sur ces blessures qui naviguent de génération en génération. Moi, j'utilise l'image des bateaux en coque de noix que l'on lâche, que mon grand-père a lâché le haut d'une rivière, et qui a été repris par mon père. Mon père a enlevé quelques blessures, on en a rajouté d'autres, et puis c'est arrivé jusqu'à moi. Et en plus, on s'appelle Pedro tous les 3, donc c'était vraiment quelque chose de très fort. Et donc, j'ai commencé à étudier ça pendant toutes ces années de recherche, de quête. J'étais vraiment hyper curieux de savoir en moi, de me connaître, et de savoir en moi qu'est-ce qui m'était transmis, qu'est-ce qui avait freiné, qui j'étais, quoi. Et en étudiant toutes ces voies, en étudiant la vie de mon père, posant des questions, parce que mon père, malheureusement, il n'était plus là, donc j'ai posé des questions que j'avais pas posées avant à ma mère, des questions un peu taboues sur la vie de mon père, etc., et de mon grand-père.
je me suis rendu compte de tout ça, de toutes des blessures que j'avais et qui en fait n'étaient pas à moi totalement. J'avais des blessures de sacrifice, alors que j'avais plus besoin de faire des sacrifices. Mon père en avait vraiment fait suffisamment pour nous deux, et mon grand-père aussi. Des notions toutes ces blessures qui viennent de la guerre civile espagnole, où tu dois tuer ton frère, quoi, ou ton voisin, tu vois, c'est des blessures énormes. Et moi, je savais pas d'où ça venait, cette sensibilité de classe que j'ai, de sensibilité d'être des injustices d'oppression de classe, tout ça, alors que voilà, moi j'avais vécu dans une vie plutôt sereine, les années 70, 80, je me suis rendu compte qu'en fait c'était des choses qui venaient de mon passé, toutes ces blessures. Et donc j'ai commencé à me rendre compte que c'était pas une malédiction le jour où j'ai commencé à faire le tri dans toutes ces voies, et j'ai gardé que celles qui m'arrangeaient moi, que celles que je sentais qui pouvaient me faire grandir, m'être utile. Mais j'avais plus besoin, par exemple, de la voix du soi fort, j'avais plus besoin de la voix du fait des sacrifices. Et quand on fait le tri là-dedans, eh bien, on est très attentif aussi à ce qu'on va faire passer à la génération suivante, à mes enfants. Et donc, c'est quelque chose de très, c'est un geste d'amour. C'est vraiment hyper touchant, cette démarche de faire attention à ce que l'on est et à ce que l'on absorbe pour ne pas le faire passer au suivant, quoi. C'est aussi un détachement du patriarcat quelque part. Absolument. Ouais. Tout ce mouvement que l'on voit aujourd'hui de la relève, voilà, le système économique actuel, le système de valeurs actuel est ancré sur le patriarcat, et le fait de le remettre en question. Je suis pas certain que ce soit du féminisme. Je crois que c'est vraiment juste de l'ordre un juste ordre des choses. Si le juste ordre des choses c'est féministe, alors oui, c'est du féminisme. Mais je pense que ça va au-delà de ça. C'est vraiment un juste ordre des choses pour tout, parce que c'est pour tout, pour les races. C'est anti-raciste, c'est anti-sexiste, c'est anti-jugement de classe. Et donc, c'est un juste retour des choses, ouais. C'est un juste équilibre. Moi, je vois ça comme un rééquilibrage de sa puissance masculine et de sa puissance féminine, et qui est valable pour tout le monde, évidemment. Pour moi, mais bon, après, c'est la manière dont j'envisage. Oui, absolument. Pedro, j'ai cette dernière question que je pose systématiquement à tous mes invités, et qui est, comme ce podcast s'appelle Vlan, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Ouais. J'aimerais donc j'ouvre la porte. J'aimerais ouvrir la porte au changement. Donc tu disais comment naviguer dans la tempête. Je pense qu'il faut ouvrir la porte au changement, à la résilience. On entend beaucoup ça, la résilience. On sait pas où on va, on sait pas ce qui va se passer, mais c'est important de laisser une part au risque, de laisser une part à l'aléatoire, de laisser une part. C'est même pas du courage, c'est vraiment juste de la curiosité, de se dire ok, ma carrière, et j'ai vu ça en moi lorsque j'avais cette carrière toute tracée. Ok, je vais gravir ces échelons du N+1, N+2. Je vais d'abord être product manager, puis project manager, puis je serai le supérieur d'une équipe, et puis. Et en fait, j'ai dit, ok, je vais sortir de ce schéma qui est tout tracé, et je vais ouvrir la porte à l'inconnu. Et c'est là qu'on me dit, voilà, quelques années plus tard, on me dit, ah, mais tu es devenu photographe, maintenant écrivain, conférencier. C'est dingue, tous ces changements. Mais en fait, c'est juste embrasser le changement. À partir du moment où on est capable, où on est ouvert à embrasser les changements, mais le changement vient à soi. Et on navigue comme ça, au gré des bonnes surprises de la vie ou des mauvaises. Il y a eu ce discours qu'on m'a demandé de faire, et j'étais ouvert à le faire, donc j'ai dit oui. Et puis c'est devenu viral. On m'a demandé d'écrire un livre là-dessus. J'ai dit oui. Et voilà, si je m'étais dit non, je vais rester dans ma carrière, je vais quand même continuer à faire ce truc. Si on est passionné, oui, tant mieux. Moi, c'était pas mon truc, et donc voilà. Pour répondre de façon très longue à ta courte question, j'ouvrirai la porte au changement.
Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que on m'a fait la remarque en me disant, mais ceux qui sont dans des jobs, voilà, salariés, ils ont quand même beaucoup plus de chances que les indépendants. Et moi, je suis pas sûr de ça parce que j'ai l'impression que quand tu es dans ce job, par exemple, tu es sur une sorte de paquebot. Ouais. Et il faut vraiment faire confiance au paquebot parce que si le paquebot Ouais, coule, en fait, en réalité, à force d'être dans ce paquebot, c'est-à-dire que tu ne sais pas nager, alors que et donc tu te retrouves dans l'eau froide et tu te sens un peu démuni, alors qu'en réalité, quand tu es dans des positions comme la tienne, finalement, tu as appris à nager. C'est pas forcément toujours confortable, mais néanmoins tu sais nager. Voire tu peux apprendre à surfer. Alors que effectivement, si tu tombes dans l'eau froide, alors que t'as jamais appris à nager et que ça t'arrive d'une manière un peu radicale, ça peut finalement être beaucoup plus dur. Donc il y a une peur qui se crée et qui est compliquée à juguler, quoi, finalement. Ouais. Et j'imagine ça. Et à nouveau, c'est une peur pour laquelle on peut demander de l'aide. Donc franchement, à Complètement. nouveau, j'insiste parce que on pourrait croire qu'on peut apprendre à nager tout seul quand on coule de ce paquebot et qu'on est en plein milieu de l'océan froid. Mais on peut demander des bouées, franchement. Voilà, moi je sais que quand je suis passé d'employé, après avoir été toute ma vie employé, à indépendant ou artiste, c'était la crainte numéro 1, mon angoisse numéro 1, c'était comment je fais si j'ai pas un salaire fixe chaque mois et comment je jugule cette peur qui vient me tenailler, qui me fixe, qui me fige chaque mois. Donc c'était vraiment un travail de longue haleine, hein. C'est sur des années et des années de s'habituer à ça. Donc voilà, on n'apprend pas non plus à nager. Je crois qu'on sous-estime vraiment ce côté psychologique et de santé mentale du gars qui doit faire face à l'imprévu et qui passe d'être employé à être indépendant. Super. Ouais, effectivement, je suis totalement d'accord. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Pedro. C'était vraiment, vraiment top de partager ton expérience. Et on devait répondre à fermer la porte. Ah oui, oui. Ah bah t'es pas obligé, mais tu peux fermer la porte. Vas-y, hésite pas. Vlan sur ce qu'on a dit sur le patriarcat, sur le système, sur tous ces modèles qu'on nous a fait croire qui étaient les bons et que l'on peut commencer aujourd'hui à oser, à remettre en question. Voilà. Super. Merci beaucoup, Pedro. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.